Ils ont marché pendant des heures dans la jungle. Ils viennent des hauts plateaux du sud de l'île de Palawan, aux Philippines. Ils ont quitté leur maison sur pilotis et leurs champs pour fuir les typhons et les pluies diluviennes que déchaîne la mousson. Comme chaque année au mois d'août, ils migrent vers les montagnes. Ils viennent chercher un abri près des falaises, percées de grottes, d'auvents rocheux. Nous arrivons ensemble dans la grotte de Signapan. Que savons-nous d'eux? Qu'ils s'installent ici pour 5 mois, le temps de la mousson. Que ces lieux leur sont familiers. Les cavernes sont fréquentées par les mêmes familles depuis des générations. Qu'ils ne sont plus que quelques milliers de Tao de Batu, ce qui veut dire peuple des rochers, à occuper ce territoire sévèrement protégé par l'administration de Manille, à des heures de marche du premier hameau, au bout de la jungle, à la frontière du monde. Les femmes décident d'établir un campement près de la rivière. Après tout, pourquoi s'enfermer dans une caverne quand le ciel est encore clément? Nous apprenons le nom des 2 femmes. Ising, qui paraît la plus âgée. 30 ans peut-être, et impressionnante charpentière végétale. Et Ernissa, déjà mère de 5 enfants. Mais qui est fille ou fils de qui? Certaines des filles aînées sont-elles déjà mères elles-mêmes? Les petits-enfants passent de bras en bras, les bébés de sein en sein. Nous écoutons chanter leur langue, le Palawan. Ne reste pas là. Allez, viens ici. Soudain, les hommes sont là, sans qu'on les ait vus venir. Toniai, le mari d'Ernissa, et Dormen, celui d'Ising. Toniai et Dormen établissent 2 plateformes dans leur grotte, en prévision de la pluie qui ne saurait tarder. Et la pluie de mousson dans ce pays, c'est le ciel qui vous tombe sur la tête. Le tonnerre, la foudre, c'est la colère d'Ambuk, leur dieu qui s'abat sur les humbles. Pourquoi s'installer ici? Pourquoi pas dehors? Eh bien, nous nous réfugions dans les grottes parce que dans nos maisons, sur les hauts plateaux, quand le tonnerre gronde, c'est intenable. Impossible d'y rester. Au moins, dans les abris rocheux, on ne l'entend plus, le tonnerre. C'est bien de ne plus être dans une maison qui prend l'eau et où l'on vit trempé, n'est-ce pas? Si tu es mouillé, tu attrapes la fièvre. Ici, on n'a plus froid et on vit au sec. Les pluies, les vents ne nous assaillent pas et nous cessons d'avoir peur. Peur que notre maison s'écroule sur nos têtes. La plateforme, c'est le lit commun, l'espace de vie. Quelques centimètres au-dessus de l'humidité ambiante qui frise les 100%. Toniai s'adresse à son ami en l'appelant Panglima, Panglima. Dormen est un chef de hameau, un chaman, un Panglima. La grotte qu'ils occupent est sacrée, abrite des esprits et des génies qu'il ne faut pas déranger. Voilà pourquoi on parle doucement. On dit qu'un serpent géant en est le gardien qu'il convient d'honorer de chants et de danses, mais toujours à l'orée de la grotte, jamais à l'intérieur. De vrais reptiles mortels
foudroyant, se contente d'intimider le visiteur. Danser, réciter des nuits entières les épopées de leurs héros mythiques, chanter des poésies qu'ils nomment fleurs de parole. Voilà le programme des longues soirées d'hivernage. Longtemps enclavés dans leurs montagnes, les Taotbatu ont pu préserver leur surprenante société de chasseurs-cueilleurs, égalitaires et pacifiques. Sauvages aux yeux des Philippins des villes, leur redécouverte dans les années 70 permet depuis à tous de convoiter leur territoire. La nuit tombe sur la petite vallée de Singapan. Au matin, nous retrouvons Panglima et sa famille qui se sont installés dans une boucle de la rivière un peu plus haut, nomades, dans un mouchoir de poche. Maintenant, nous osons sortir de la bouche des grottes, alors que jadis, nos ancêtres se réfugiaient à l'intérieur dès qu'ils abandonnaient les champs pour toute la saison des pluies. Dès que parlait la voix d'Ampuk, le dieu du tonnerre, ils étaient effrayés. La mousson marque une pause. Autant en profiter. Une baignade lessive s'improvise. Les vêtements occidentaux, usés jusqu'à la trame, se frottent au sarong traditionnel. Signe que les frôlements avec le monde moderne ont lieu malgré tout. Sous forme de troc, le plus souvent. 10 écureuils contre une gamelle en fonte, un beau serpent contre des boîtes de sardines, un singe contre une vieille bâche. Ce matin, Toniaï part en chasse. Je crois que je l'ai eu. Un épervier déplumé, c'est 100 grammes de viande, à peine. Près des falaises, si les fruits et les tubercules ne manquent pas, les réserves de riz emportées s'épuisent vite. La traque aux protéines est donc au programme de chaque jour. Vital. Bon chasseur, Toniaï y pourvoit. Mais quand sa femme, Ernissa la timide, part en pêche dans les entrailles de la grotte, il n'est plus que le rabatteur d'Ernissa la terrible. Il y en a toutes sortes ici. Vers où on va? Dans la rivière? Des anguilles, c'est par là. Par ici, il n'y en a pas, attendez. On va tomber sur une anguille. Il y a des petits crabes, des écrevisses. Où sont-elles? Où sont-elles? Éclairez, je veux voir par là. Ça y est. D'habitude, il y en a plein, là, derrière le petit îlot. Je l'ai. Oh non, je l'ai pas.
7, 8, 9. Ce qui me plaît dans la saison des pluies, c'est d'attraper tout ce qui traîne ici-bas. Les petits crabes d'eau douce, les poissons, tout ce qui va agrémenter notre riz. Toutes ces garnitures délicieuses qui nous changent de la nourriture des hauts plateaux. Par ici. Non, 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 par là. T'en vas pas, toi? Comme toujours, les chasses, les pêches comme les cueillettes sont partagées, scrupuleusement, en deux, par Ising et Ernissa. Les deux familles sont liées depuis et pour des générations. Jalousie et ressentiment ne doivent pas gâter ce lien. Au menu donc, des escargots grillés, des poissons et des crabes, des passereaux et l'épervier foudroyé par la sarbacane de Toniaï. Enfin, délices parmi les délices. Pour le dessert, une fricassée de chauve-souris. Quand on fréquente les grottes, la chauve-souris est une colocataire obligée. Un troupeau de viande fraîche à demeure, mais pas facile à capturer. C'est l'affaire des hommes, souvent, qui allient talent de brodeur et d'acrobate. Un long plumeau équipé d'épines acérées, des barricades en bambou disposées à l'entrée de la caverne pour affoler le sonar des voltigeuses, et surtout, la patience et l'habileté de Panglima suivi d'Andrés, qui se faufilent jusqu'à leur dangereux promontoire de chasse pour une partie de la nuit. En vérité, nos ancêtres nous ont surtout enseigné à conserver notre façon de vivre, pour toujours. Ils nous ont légué ce lieu, cet abri, en nous demandant de continuer à savoir y vivre. Cette fois, ce n'est pas une averse de plus. C'est la vraie pluie de mousson qui s'annonce et qui ne trompe pas la petite troupe. Repli, dans la grotte, dans la terre matrice. Une tiède humidité nous rassemble peu à peu. L'espace entre les corps se réduit. L'odeur des marmites se mêle à celle des cheveux mouillés, des sueurs, du lait des femmes. Qui viendrait les chercher là? Ni les soldats japonais pendant la guerre, ni les islamistes radicaux voulant les enrôler de force dans les années 80 n'y sont parvenus. Aujourd'hui, ils croisent parfois des ethnologues ou des missionnaires à la recherche de quelques âmes à convertir.
Malgré tout, chez ce dernier peuple troglodyte, la méfiance laisse parfois la place à la curiosité. À d'autres qui sont venus nous voir, pas plus qu'à vous, nous n'avons jamais demandé « Est-il beau notre pays ? Pensez-vous y avoir appris quelque chose d'intéressant ? Que cherchez-vous dans nos coutumes ? Que voulez-vous capter ? Par exemple, les mots de notre langue ? Oui, que peuvent-ils bien nous vouloir? Est-elle bonne, notre manière de vivre? Trouvez-vous que nous avons un bel endroit pour habiter? Que nous-mêmes, nous sommes beaux?